Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qu'on va avoir ensemble pendant 1 heure et qui va nous amener jusqu'à 12h30. On va se laisser encore quelques secondes, le temps que les dernières personnes qui souhaitent se joindre à nous puissent le faire. On va être ensemble, donc, comme je le disais, jusqu'à 12h30 pour parler aujourd'hui de la question des événements de vie qui viennent bouleverser et qui peuvent venir parfois constituer des épisodes dépressifs. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par ce sujet-là. Je prendrai bien évidemment le temps de répondre à vos différentes questions. J'espère surtout que vous allez bien. Nous avons déjà un premier sondage qui est disponible et que je vais vous repartager si vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. C'est celui qui est juste ici. Voilà, en attendant que les dernières personnes nous rejoignent, prenez le temps du coup de répondre au petit sondage que je vous partage. On est déjà 60 aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle. Je vous propose qu'on puisse démarrer. Je suis Valentin Lemoine, je suis ravi d'être avec vous et d'être l'animateur de ce webinaire aujourd'hui proposé par Apicil dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le groupe Apicil, comme vous le savez, est un acteur majeur social qui agit dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de la retraite et de l'épargne. Et le groupe Apicil a intégré depuis 1 an le groupe JLO, dont je fais partie, qui est un cabinet spécialisé qui travaille depuis 20 ans maintenant à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, on a souhaité proposer ce webinaire pour plusieurs raisons. Le groupe, comme je vous disais, JLO a intégré le groupe Apicil il y a 1 an afin de renforcer l'offre proposée sur les services qui sont déployés auprès des employeurs, des salariés, notamment sur la question de la et donc de la santé mentale. Et c'est dans cet esprit, finalement, que vient s'inscrire ce webinaire, qui est organisé, comme je l'évoquais, dans le cadre de ces semaines la santé mentale portée par l'action sociale et sociétale du groupe Apicil. Alors, le webinaire qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui, il est plus spécifiquement dédié à cette question des épisodes dépressifs et notamment de comment faire face à un événement qui vient potentiellement bouleverser sa vie. Alors, je vous ai proposé de répondre à un sondage qui permettait de sonder un petit peu combien, selon vous, de Français sont touchés chaque année par un épisode dépressif. On va voir un petit peu quelle est justement la réponse. J'ai vu que vous aviez été une majorité à répondre à hauteur de 40%. Avant de commencer, c'est intéressant de se poser sur ce que peuvent être déjà des idées reçues. Peut-être que vous en avez autour de cette question des épisodes dépressifs. Il y en a qui existent autour de la question de la santé mentale. On a essayé d'en poser quelques-uns. Vous verrez si vous vous retrouvez dedans ou pas. N'hésitez pas par ailleurs à partager vos remarques, vos questions. Je vais essayer bien évidemment d'y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. Et puis surtout, à la fin, on aura un temps qui sera dédié pour pouvoir justement échanger. Alors, les idées reçues qui peuvent exister, elles sont présentes ici. Parfois, on peut avoir tendance à penser, ou en tout cas à entendre, que la dépression, c'est finalement juste un coup de blues. Et finalement, derrière cette idée reçue, se laisse entendre l'idée qu'il y a une minimisation qui peut exister autour de la question de la dépression, des épisodes dépressifs. Alors, on va le voir aujourd'hui. Il y a une différence à entendre entre dépression chronique et épisode dépressif. Justement, je vais essayer d'être très précis sur ce qu'on entend derrière cette question des épisodes dépressifs. Mais bien évidemment que ce n'est pas juste un coup de blues, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est extrêmement grave, mais il y a bien évidemment un sérieux à considérer cette situation en matière de santé mentale et en matière de santé du coup globale. Également, l'idée qui serait que les antidépresseurs, qui est une molécule qui est bien connue aujourd'hui dans l'environnement médical, seraient bien évidemment synonymes de dépendance. Alors, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les études qui se sont affairées à travailler cette question-là montrent que les antidépresseurs sont, comme chaque médicament, une molécule qui est très très impactante dans le sens positif pour arriver à accompagner la régulation d'un épisode dépressif et notamment également d'un épisode dépressif qui serait un peu plus tenace, qui perdurait un peu plus dans le temps. Mais comme tout accompagnement, il nécessite d'être pris en charge, d'être prescrit dans le cadre d'un suivi non seulement médical, mais également psychothérapeutique. On va voir que cette complémentarité entre
l'approche psychothérapeutique et l'approche médicale est aujourd'hui celle qui fonctionne le mieux en matière d'accompagnement des épisodes dépressifs. Et lorsque le médecin, que ce soit notre psychiatre ou notre médecin généraliste, va nous prescrire des antidépresseurs, et bien comme tout médicament, il nécessite d'être accompagné, que ce soit dans sa prise en charge, dans son suivi et dans son arrêt. Également, une autre idée reçue qui peut exister, qui est que lorsque finalement notre vie, a priori, va bien, c'est-à-dire que on donne l'impression qu'on est dans une bonne situation personnelle, dans une bonne situation professionnelle, bah, quelque part, on n'a pas le droit d'être déprimé. On n'aurait pas le droit d'avoir un coup de blues, un coup de mou, de pouvoir être potentiellement rattrapé par un épisode dépressif, même si celui-ci est finalement très furtif. Eh bien, peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, mais on va le voir également aujourd'hui. Un événement bouleversant qui peut amener parfois un épisode dépressif, ça n'est pas forcément un événement qu'on pourrait imaginer dans le sens de douloureux. Par exemple, un deuil, par exemple, une situation professionnelle, synonyme de démission. Aujourd'hui, dans la vie, on est confronté à des événements qui viennent parfois nous bouleverser et ces événements peuvent être des événements qui sont sur le papier positifs. Une naissance, une promotion, un mariage. Eh bien, pour autant, aujourd'hui, face à ces événements-là qui sont sur le papier des événements a priori plutôt joyeux, on peut ressentir parfois, quelque chose qui finalement s'apparente à un épisode dépressif. On entend par exemple parler du baby blues, ou de la dépression postpartum qui chez les femmes touche, près, d'une femme sur 10. On va voir que chez les hommes, c'est également une proportion qui est loin d'être mineure. Tout ça pour dire que même si sur le papier, on a a priori une bonne situation personnelle ou professionnelle, on est tout à fait en droit à un moment de se sentir déprimé et donc du coup, de devoir reconnaître que cet épisode est tout à fait possible et tout à fait légitime et donc d'enclencher les bonnes prises en charge par rapport à ça. Également, cette idée qui consisterait à penser qu'il suffit simplement de faire preuve de bonne volonté pour aller mieux. Ce fameux pardon, bon, bah, si je me mets un petit peu, voilà, un coup de pied aux fesses, ça ira mieux. Bon, bah, bien évidemment que c'est pas aussi simple que ça, sinon je pense que ce webinaire n'existerait pas et que, en tant que psychologue, mon métier aurait disparu depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, il suffit pas simplement de se dire qu'on va aller mieux pour que ce soit le cas. Ça fait partie d'une composante qui est importante, d'arriver à pouvoir être persuadé qu'on va pouvoir traverser une situation, même si elle est difficile, et donc de faire preuve quelque part d'autoconviction. Mais aujourd'hui, bien évidemment, il y a un enjeu à être accompagné, pris en charge, et on va voir comment on peut, pour soi, mettre en place des bonnes pratiques, en plus d'aller solliciter de l'aide, en plus de potentiellement jouer un rôle en tant que tiers qui est au contact d'une personne pour lequel on pourrait s'inquiéter, pour lequel il pourrait y avoir potentiellement la présence d'un épisode dépressif. Et ça nous amène cette question du coup des accompagnements, notamment par des professionnels. Longtemps a existé cette idée que le psychothérapeute, le psychologue, le psychiatre était finalement disponible pour des personnes qui étaient faibles ou qui étaient potentiellement atteintes de folie. Alors, ça fait partie des héritages qui sont très ancrés et qui ont la dent dure. Heureusement, bien évidemment, ça n'est pas le cas. Là aussi, sinon, ça fait belle lurette que je n'aurais pas fait ce métier. Mais bien évidemment, aujourd'hui, que ça n'est pas être faible ou être fou que d'aller solliciter une aide professionnelle. Au contraire, vraiment, c'est faire preuve d'une grande forme de courage parce que c'est déjà être en capacité de pouvoir être au clair avec sa propre situation de santé, de pouvoir reconnaître qu'à un moment, on a potentiellement besoin d'avoir un coup de main et donc de pouvoir faire la démarche, avoir cette énergie, cette force d'aller solliciter cette aide. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut bien évidemment faire ça aujourd'hui. Et à nouveau, je le redis avant de poursuivre, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos retours, vos questions. J'espère surtout que vous entendez très bien, que la diffusion est bonne. Si jamais vous avez des difficultés aussi à ce niveau-là, nous avons des assistants techniques que je remercie chaleureusement et qui peuvent bien évidemment être disponibles pour vous. Alors, je vous ai posé la question un peu plus tôt au démarrage sur le pourcentage de Français qui étaient chaque année touchés par un épisode dépressif. Vous avez été une majorité à répondre 40%. Eh bien, ce chiffre est un petit peu mineur, il est de 10%. Alors, ça ne veut pas dire qu'au contraire, c'est un épisode qui est anecdotique, loin de là, puisque ça veut quand même dire qu'une personne sur 10 chaque année est confrontée à un épisode dépressif, et on va voir ce qu'on met derrière épisode dépressif. Mais aujourd'hui, c'est Amélie, donc la caisse d'assurance que vous connaissez bien, qui interroge cette question-là et qui a mis en exergue du coup ce chiffre de 10% de la population qui est chaque année confrontée à un épisode dépressif. Je vais vous partager un autre sondage
qui cette fois consiste à essayer de savoir, quel est le pourcentage de Français qui, dans sa vie, a priori, connaîtra un épisode dépressif. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit de, 1 personne sur 8, 1 personne sur 5, 1 personne sur 3 ou alors 1 personne sur 2? On a vu juste avant que, chaque année, 10 de la population était, touchée par un épisode dépressif. Cette fois, à votre avis, quel est le pourcentage de Français, quelle est la part de Français qui connaîtra un épisode dépressif dans sa vie? N'hésitez pas à répondre au sondage que je vous ai partagé. Il est encore ouvert quelques instants et on va voir du coup les résultats qui vont s'afficher d'ici quelques minutes. Ça, c'est un chiffre que je vais vous partager, qui n'est pas tiré de mon chapeau, hein, bien évidemment, comme pour le chiffre précédent. C'est un chiffre qui est cette fois tiré, pardon, de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui s'est, un peu dans la même dynamique qu'Amélie, attachée à essayer de savoir quelle était du coup, la part de Français. Et donc vous avez été à part égale à répondre, 1/3 et 1/5 des, Français. Eh bien bravo! Effectivement, on est sur, 1 personne sur 5 qui, dans sa vie, connaîtra un épisode dépressif, ce qui veut dire que ça fait, 20 des Français qui connaîtra un épisode dépressif dans sa vie. Alors, on va le voir, ce chiffre, c'est un chiffre qui est dit conservateur parce qu'il est uniquement basé sur, les données qu'on arrive à réceptionner du fait du nombre de Français qui arrivent dans un parcours de soins en lien avec un épisode dépressif. Aujourd'hui, il y a effectivement un enjeu qui est lié à cette question-là. C'est un chiffre sur lequel je vais m'arrêter quelques minutes, parce que, comme on l'évoquait, cette question de l'épisode dépressif, il est, loin, loin, loin d'être isolé aujourd'hui en France. C'est la première cause des arrêts maladie longue durée. Ça, c'est un chiffre qui nous est partagé par l'assurance maladie. C'est notamment ce pourquoi il y a un enjeu très, très fort à accompagner cette question-là aujourd'hui dans le cadre du travail, mais du coup dans le cadre de la vie au global. Et donc pourquoi est-ce que le groupe Apicil et le groupe JLO ont souhaité notamment également prendre la parole? Première cause des arrêts maladie longue durée, sachant que je vous donne un autre chiffre qui n'est pas affiché ici, mais qui est connexe à celui que vous avez là, qui est que les motifs psychologiques constituent la deuxième cause des arrêts maladie, toutes durées confondues. Donc non seulement les troubles dépressifs sont la première cause des arrêts maladie longue durée, et en plus, la question du motif psychologique est la deuxième cause des arrêts maladie en France, la première étant les maladies courantes, par exemple la grippe, qu'on va probablement connaître d'ici peu de temps. Un autre chiffre intéressant, qui est cette fois partagé par un institut de sondage, l'Institut CSA, qui est le fait que 60 des salariés n'oseraient pas parler de leurs troubles psychiques au travail. Alors là, on n'est pas que sur le trouble dépressif, mais comme vous l'imaginez et comme vous en faites bien évidemment le lien, ce trouble dépressif, il est à considérer dans un sujet plus global qui est celui du trouble psychique et donc de la question de la santé mentale. Et aujourd'hui, c'est quand même très intéressant de constater que ça reste encore malheureusement assez tabou. Assez tabou à plusieurs endroits, au niveau du travail, mais aussi du coup au niveau de la vie en général, parce que quand on regarde un petit peu ce qui a été la teneur cette année, vous le savez, hein, le gouvernement a érigé la santé mentale comme étant cause nationale pour l'année 2025. Il y a eu du coup de nombreuses répercussions au niveau des prises de parole. Déjà, par exemple, l'existence de ce webinaire, la place qu'a pris cette année la semaine pour information de la santé mentale, des documentaires qui ont été réalisés par des médias français très, très importants, par exemple au niveau des chaînes nationales. Donc, cette prise de conscience, cette libération de la parole, elle est bien évidemment en marche et c'est indéniablement quelque chose dont on peut se féliciter. Mais aujourd'hui, quand on regarde certains chiffres, dont celui que vous avez ici, on se rend bien compte qu'il y a encore malheureusement quelque chose qui est un peu tabou. Ça s'explique par plein de choses. Ça s'explique par le fait que la santé mentale reste un sujet qui est à construire en matière de réflexe au quotidien, sur la question de la prise en charge. Je vous donne un petit exemple. Dans, notre vie, on a évolué avec, certains réflexes en matière, d'hygiène et de santé. Par exemple, le brossage de dents, on sait que c'est après chaque repas. À un moment, on a, grandi avec, ce petit gimmick qui était, les fruits et légumes, c'est 5 fois par jour. Et puis, il y a eu, un autre gimmick, qui est, également bien connu. En plus, il rime. Quand on vous dit les antibiotiques, potentiellement, vous me dites
c'est pas automatique. Donc vous le voyez, ici, on a 3 exemples qui incarnent le fait que sur plein de champs de la santé, il y a des réflexes qui nous ont été adressés et avec lesquels on a été amené à se construire. Sur la question de la santé mentale, par contre, c'est encore très différent. Et aujourd'hui, ça explique notamment le fait qu'il y ait de grosses difficultés à pouvoir s'autoriser à parler de sa santé mentale et donc du coup des difficultés psychiques qu'on peut potentiellement traverser et donc du coup, je continue de tirer la pelote de laine, des éventuels épisodes dépressifs qu'on pourrait être à même d'expérimenter dans sa vie. C'est notamment ce qui fait que, c'est le dernier chiffre que je vous présente, aujourd'hui, on a 40% des personnes qui sont dans un trouble dépressif et donc du coup dans un épisode dépressif qui n'arrivent pas à intégrer un parcours de soins adapté à leurs besoins. Soit parce qu'ils n'ont pas conscience de la difficulté qu'ils traversent et donc du parcours de soins à aller chercher, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance des parcours de soins qu'ils peuvent solliciter, donc ça pose la question de l'accès, de la communication, soit parce que, on parlait de la question de l'accès, ils sont dans des difficultés sur la possibilité d'aller toucher justement ces questions des parcours de soins. On le sait, malheureusement, aujourd'hui, les structures de droit commun, par exemple les centres médico-psychologiques, sont des structures qui présentent des temps d'attente qui sont malheureusement très très importants. Parfois, ça peut être plusieurs mois avant d'avoir une place. On a certaines zones qui sont malheureusement sujettes à des déserts médicaux. Donc, quand on arrive à avoir un médecin de ville, c'est déjà une bonne chose. Pour avoir en plus accès potentiellement à un psychiatre ou un psychothérapeute, c'est encore une autre histoire. Et puis, même si l'État a accéléré sur la prise en charge partielle de l'accès à la psychothérapie avec le dispositif MonPsy, qui est un dispositif que vous connaissez probablement, qui donne accès à des consultations auprès de psychothérapeutes référencés à hauteur d'un remboursement de 50 € jusqu'à 12 consultations par an. Ce dispositif, malheureusement, il est en train de se déployer, il est en train d'être de plus en plus connu, donc il y a encore des difficultés sur l'accès à cette question du soin. C'est notamment pour ça que des acteurs comme le groupe Apicil, comme le groupe JLO proposent du coup des dispositifs qui viennent compléter ces dispositifs de droit commun pour pouvoir justement faciliter la prise en charge et mettre à disposition des psychologues comme moi, des psychologues comme l'équipe qu'on a au sein du groupe JLO pour accompagner par exemple les troubles dépressifs et les épisodes dépressifs qui est aujourd'hui un syndrome qu'on accompagne dans le cadre des prises en charge avec soit des origines qui peuvent être d'ordre professionnel, soit des origines qui peuvent être d'ordre personnel. Bon, j'espère que c'est plutôt clair sur ce que je vous partage ici. Si jamais, en tout cas, voilà, vous avez aujourd'hui des interrogations, des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. Je vais prendre le temps, bien évidemment, d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Et encore plus, à la fin, on a un temps dédié à ça. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Alors, si on essaye de se poser quelques secondes sur une définition pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'un épisode dépressif, ça va permettre notamment de répondre à une question qui a été posée sur la question de la bipolarité, par exemple. Alors, l'épisode dépressif, quand on regarde la définition donc, qui est proposée par l'OMS, on a les choses suivantes. Donc, c'est un trouble de l'humeur. Donc ça, c'est intéressant déjà de voir que la catégorisation qui en est faite, elle appartient à l'humeur. Comme la bipolarité, par exemple, même si on distingue l'épisode dépressif caractérisé du trouble bipolaire. Ce sont vraiment deux syndromes différents. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'épisode dépressif caractérisé. C'est donc un trouble de l'humeur qui s'explique notamment par la présence de symptômes dépressifs, qu'on va définir juste après. On va considérer la question de l'intensité de ces symptômes, ça c'est quelque chose qui est très important. On va, en association à l'intensité, considérer la question de la persistance, c'est-à-dire de la durée de ces symptômes. Est-ce qu'on est sur une durée qui est déjà inférieure ou supérieure à 15 jours? Ça, c'est un référentiel qu'on a dans le milieu médical, cette période de 15 jours. Et en plus de ça, est-ce que quand on a dépassé cette période de 15 jours, on identifie qu'on a vraiment une durée qui est de plus en plus importante, ce qui va permettre parfois aussi de comprendre qu'on n'est pas forcément sur un épisode dépressif caractérisé, mais peut-être plus sur une dépression chronique, ce qui amène une autre type de prise en charge. Donc l'intensité, qu'on va qualifier de légère, modérée à forte, la persistance, et ces deux éléments vont nous permettre d'arriver à qualifier la question du retentissement au niveau du fonctionnement global. Ça, c'est très, très important
parce que ce qu'on va principalement, essayer d'analyser au regard de cette question de l'intensité, du type de symptômes et de la persistance, c'est comment est-ce que ces 3 éléments viennent impacter la façon dont une personne fonctionne dans son quotidien. Est-ce que sur la sphère sociale, professionnelle et ou personnelle, elle identifie des zones qui sont fortement impactées, faiblement impactées, impactées depuis plus ou moins longtemps et surtout quel est encore une fois le retentissement de ces impacts sur la capacité qu'une personne a à continuer de fonctionner comme elle souhaiterait fonctionner. Encore une fois, l'idée n'est pas de penser une question de norme, mais l'idée est de penser une question d'habitude. C'est-à-dire, est-ce que ce que traverse la personne actuellement est quelque chose qui est similaire à la façon dont elle fonctionne usuellement et dont elle a envie en plus d'avoir en termes de fonctionnement. Alors, si on essaye de se poser du coup, quelques minutes sur cette question justement des symptômes et puis sur cette question de la persistance des symptômes. Donc là, on est sur une catégorisation qui est toujours dans les critères de l'OMS, notamment inspirée par, un référentiel américain qui fait foi au niveau international sur, les repères en matière de psychiatrie et donc du coup de santé mentale qui est le DSM, qui, est un ouvrage que vous connaissez probablement, qui est un peu l'équivalent du Vidal dans le milieu médical, mais donc sur la sphère, de la santé mentale et de la psychiatrie au niveau international. Donc l'OMS est inspiré du DSM pour nous livrer les repères suivants. Donc au niveau des symptômes, on va déjà avoir la notion d'une humeur dépressive, c'est-à-dire le fait d'avoir aujourd'hui, au global, une humeur qui présente une perte de plaisir, de joie et donc du coup des éléments qu'on va avoir juste après. On va retrouver notamment dans cette question de l'humeur dépressive quelque chose qui a priori intervient plutôt enfin, toute la journée, voire potentiellement tous les jours. On va également avoir ce qu'on appelle une anédonie, c'est-à-dire une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités qui habituellement constituent ce type de ressenti. C'est-à-dire, vous avez des choses qui vous font du bien. Par exemple, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, que ce soit sortir avec des amis, que ce soit prendre du temps pour vous pour une activité culturelle, la salle de sport, que ce soit travailler sur un projet. Ce type d'activité est quelque chose qui en général vous nourrit, suscite de la satisfaction, du plaisir, et là, vous n'en ressentez plus. Donc ça, c'est un facteur et un indicateur qui est en général assez intéressant à considérer parce qu'il est souvent significatif effectivement de quelque chose qui appartient, à l'univers de la dépression. Vous avez également, au niveau, du poids, une perte ou un gain de poids ou alors un impact au niveau de l'appétit, mais qui ne serait pas lié à une volonté, de régime. C'est-à-dire qu'on sort d'un champ qui est de l'ordre de: «Je souhaite» perdre ou prendre du poids et donc du coup modifier mon appétit en conséquence. Là, on est sur une personne qui ne souhaite pas, avoir d'impact sur cette sphère-là et qui pour autant en observe. C'est-à-dire que le changement, d'appétit ou alors les impacts observés au niveau du poids sont indépendants d'une volonté propre. D'accord? Également, on va considérer l'impact sur le sommeil. Ça, c'est une sphère qui, est centrale, pour la santé mentale en général. Là, je sors du strict champ de l'épisode dépressif. Quand le sommeil est impacté, considérez que beaucoup d'autres sphères de votre vie, notamment en termes de santé, que ce soit la question de l'humeur, que ce soit la question de l'énergie, la question, de l'alimentation et donc de l'activité aussi, risquent d'être fortement impactées. Alors, sur le trouble du sommeil, on a souvent tendance pardon, à considérer, la diminution de quantité de sommeil, c'est-à-dire ce qui va plutôt se rapprocher de l'ordre de l'insomnie. J'ai un impact sur la quantité de sommeil dont j'ai habituellement besoin. N'oubliez pas aussi la question de l'hypersomnie, c'est-à-dire des personnes qui se réfugient dans le sommeil et où du coup on a un temps de sommeil qui est très fortement allongé et qui vient impacter la capacité à agir dans la journée, c'est-à-dire à pouvoir déployer de l'énergie pour conduire des activités. Donc dans les troubles du sommeil, la question de l'impact en termes de perte de quantité de sommeil et la question aussi de l'augmentation de la quantité de sommeil, là aussi en termes de refuge. Alors là aussi, je tiens à apporter une précision. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la quantité de sommeil dont on a besoin. En moyenne, on a tendance à considérer qu'un delta entre 7 et 8 heures de sommeil constituerait une forme de norme. Mais maintenant, vous avez des personnes qui, avec 6 et 7 heures de sommeil, vont très très bien, et d'autres qui, par contre, en dessous de 9 heures de sommeil, ça va pas du tout. Donc l'enjeu, c'est pas tellement de considérer la question de la norme, mais plutôt la question, encore une fois, de vos habitudes. Si vous vous rendez compte que vous avez l'habitude d'avoir une quantité de sommeil qui vous permet de fonctionner comme vous souhaitez fonctionner,
et que cette quantité de sommeil est impactée et que votre fonctionnement au quotidien est du coup impacté, c'est là où vous avez un indicateur d'alerte. Du coup, on en parlait, l'impact sur la partie psychomotrice, c'est-à-dire la question du mouvement au global. On sent que chaque chose est plus compliquée à faire, plus lourde, plus coûteuse, plus fastidieuse. Ça va en lien avec la question de la perte d'énergie ou de la fatigue. On se sent très, 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 très régulièrement, quasi constamment fatigué. Également, sur la question du psychomoteur, ce qui est intéressant, c'est le regard des autres. Souvent, l'extérieur est un bon indicateur, on va le voir après, pour arriver à être en alerte sur sa propre situation actuelle. Les gens nous font des retours en nous disant, écoute, je suis désolé, mais je te reconnais plus. Là, tu ressembles pas à la personne que j'ai l'habitude d'avoir au quotidien. Je te trouve moins énergique. J'ai l'impression que tu as moins de plaisir dans ce que tu prends, que tu es fatigué quand tu arrives au travail, que par ailleurs, tu as une humeur qui est teintée de culpabilité. Voilà, ça c'est ce qu'on voit juste après. Donc, le fait d'être dans un sentiment de dévalorisation et une attitude de dévalorisation, mais qui n'est pas liée à des éléments qui seraient objectivement ouvert à la dévalorisation. Si à un moment, par exemple, on a raté un projet qu'on est censé rendre et du coup on se dit: «Bon, bah, là, je m'en veux, j'aurais dû réussir ce projet, j'ai mal géré», c'est OK, ça a un lien logique. Si par contre, on conduit tout ce qu'on est censé conduire de façon, toujours, synonyme de réussite, mais qu'on a une vision de ces réussites qui, elle, là, est dévalorisée, c'est là où il y a quelque chose qui est en décalage. Donc d'où la notion d'inapproprié. Également, la concentration qui est très impactée. On se rend compte qu'on a plus de mal à faire des choses parce qu'on a plus de mal à maintenir sa concentration et que maintenir sa concentration est en plus source de fatigue plus importante. Et puis, il peut y avoir, dans certains cas un peu plus intenses, la présence d'idéations suicidaires ou de pensées morbides qui peuvent être avec ou sans plan précis et qui, comme on peut l'imaginer, doit être un indicateur qui amène particulièrement le lien vers une prise en charge auprès d'un professionnel de santé. Donc tous ces symptômes-là, l'objectif, ce n'est pas de vous dire j'en ai un. Alors, peut-être à l'exception faite de l'idée suicidaire. Si vous avez de l'idéation suicidaire, je ne peux que vous inviter à très rapidement contacter les services que je vais vous rappeler dans ce webinaire, que ce soit vos médecins ou alors des services qui sont gratuits mis en place par le gouvernement. En dehors de ce symptôme-là, si vous vous retrouvez dans au moins 5 autres symptômes, n'hésitez pas à vous interroger sur comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression que la façon dont vous êtes aujourd'hui est plutôt celle qui vous ressemble habituellement, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ce n'est pas vous, et donc à ce moment-là, n'hésitez pas à vous rapprocher des acteurs qu'on va voir aujourd'hui. Bon, j'espère que tout ce que je vous partage est très clair. Si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos retours. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Donc merci, merci de rendre ce webinaire actif. Je vois effectivement, Catherine, vous parlez également de la perte de libido. Ça fait partie effectivement de la question de l'énergie de vie qu'on a pu évoquer, et merci de partager cette précision, elle est très juste. Alors, une fois qu'on a vu ça, quelques bonnes pratiques. Avant qu'on rentre dans les bonnes pratiques, je voulais vous partager un dernier sondage. À votre avis, quel est, encore une fois, on va rester franco-français, quel est le pourcentage de Français qui connaîtra un deuil avant 50 ans? Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de cette question du deuil, parce que le deuil fait partie aujourd'hui d'un type d'événement bouleversant qu'on va être a priori à même de rencontrer dans sa vie, même si idéalement c'est quelque chose qu'on souhaiterait expérimenter le moins possible, mais si on est un tout petit peu honnête avec soi-même, ça fait partie de la vie que d'expérimenter a priori une situation de deuil. Et donc, je voulais vous sonder sur votre vision du sujet. Je vais vous donner bien évidemment le chiffre juste après. C'est un chiffre qui est partagé cette fois par l'INSEE. Donc, il reste une valeur aujourd'hui en matière de sondage. Alizé, vous avez la possibilité de répondre par le sondage si jamais vous le souhaitez. Je vois que vous avez partagé votre commentaire. Donc, est-ce qu'à votre avis, on est plutôt sur voilà, 30, 50, 70 ou 90%? Vous avez été une majorité à répondre 70%. Eh bien, on n'est pas très loin. On est en réalité sur 90%. Pourquoi est-ce que je vous donne ce chiffre? Parce qu'à un moment, dans la question des bonnes pratiques, il y a une première chose à considérer, c'est le fait qu'il y a une très forte probabilité d'être confronté à un événement qui, dans sa vie, va venir potentiellement bouleverser la question de notre équilibre psychique et donc, du coup, la question de notre santé mentale. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir déjà une approche que je qualifierais d'auto-bienveillante, à savoir l'idée que
un épisode dépressif, encore une fois, dans le cadre qu'on se donne aujourd'hui dans le webinaire. Je ne parle pas de la dépression chronique, je ne parle pas du trouble bipolaire qui sont vraiment d'autres impacts en matière de santé mentale qui se rapprochent vraiment de notions de maladie mentale, mais sans aucune connotation, voilà, mais qui nécessitent des lectures différentes. L'épisode dépressif, en tant qu'épisode qu'on peut potentiellement traverser face à un événement bouleversant, reste quelque chose qui est temporaire. Alors parfois, on l'a vu, cette temporalité, elle peut présenter une durée plus ou moins importante. On a vu qu'il y avait un référentiel qui était à 15 jours, parfois ça pouvait être un peu plus, mais ça reste quelque chose qui est de l'ordre d'une temporalité, d'accord? Et encore une fois, c'est important de se dire que c'est légitime potentiellement d'être un moment bouleversé par quelque chose qui vient déborder nos ressources, qui vient déborder notre capacité à gérer de façon habituelle une situation. Et donc que le bouleversement de cette capacité à pouvoir gérer, à déployer ses ressources, va potentiellement venir impacter cette question de notre santé mentale et potentiellement également nous embarquer dans un épisode dépressif avec ce qu'on a vu en termes de symptômes, c'est-à-dire un sommeil qui est impacté parce qu'on se sent pas bien, que potentiellement on rumine et donc que du coup, au moment du coucher, on a des pensées qui reviennent, dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui parfois même nous réveillent la nuit. De sentir que l'énergie qu'on a la journée, elle est elle aussi très fortement impactée, que ça nous ressemble pas. Que du coup, on ne prend plus de plaisir à faire ce qu'on a l'habitude de faire, qu'on a juste potentiellement envie d'être sur son canapé chez soi, à ne rien faire d'autre, que même quand on a l'impression qu'on regarde la télé pendant des heures, bah, en fait, on retient rien de ce qu'on regarde. Voilà. Qu'on est de façon objective dans ce qui pourrait tout à fait ressembler à un épisode dépressif, mais que c'est quelque chose qui potentiellement est OK. C'est OK de se dire qu'on va à un moment potentiellement se sentir déprimé dans sa vie face à un événement qui vient nous bouleverser. Et donc, déjà, une première approche en termes de bonne pratique, c'est de reconnaître cette question de la possibilité, d'accepter que ça puisse faire partie de l'univers des possibles, et donc du coup, que ça puisse être normal d'être touché par une situation, et donc, lorsqu'on est touché, d'enclencher les actions qui sont adéquates en fonction de ce dont on se sent, bien évidemment, de ce qui va être, à notre portée, de ce qu'on a envie aussi parfois d'aller déclencher. Moi, je ne suis pas là pour vous dire: «Il faut absolument que la seule chose que vous fassiez, c'est d'aller consulter un psychothérapeute». Non, j'ai des personnes qui arrivent à moi en consultation, mais qui avant ça ont essayé de faire d'autres choses, qui par ailleurs, en complément de notre consultation, vont par exemple aller se rapprocher d'autres approches en matière d'accompagnement, avec par exemple des sophrologues, avec, comme je l'évoquais, par exemple, bien évidemment, des professionnels au niveau médical pour avoir une prise en charge médicamenteuse qui peut se faire, qui vont aller même parfois avec des coachs en santé mentale. Je n'ai aucun jugement là-dessus à partir du moment où ça vous fait du bien et ça vous permet de sortir de cet épisode dépressif dans lequel vous êtes potentiellement. Donc, être déjà dans une première approche qui vise à reconnaître le fait que c'est possible de traverser un moment comme celui-ci. Et donc, que c'est potentiellement pas impossible de se dire qu'on soit touché par quelque chose qui vient nous bouleverser, c'est déjà un premier élément. Alors, une fois qu'on a été dans cette dynamique un petit peu d'auto-bienveillance, une autre chose qu'on peut se dire, c'est de rester alerte, bien évidemment, pour soi, mais aussi pour les autres. Les signes que je vous ai livrés aujourd'hui et que je vais vous repartager ici, c'est des signes que vous pouvez investiguer pour vous, mais qui servent aussi quelque part de boussole pour les personnes que vous avez dans votre entourage et qui parfois peuvent susciter un peu d'inquiétude. Ça vous est déjà arrivé de, potentiellement prendre un café avec quelqu'un et de vous dire: «Je sais pas exactement de ce dont il s'agit, mais je le sens pas, il y a quelque chose qui lui ressemble pas, j'ai l'impression qu'il est un peu différent. Je trouve qu'il a pas le même sourire que d'habitude, quand il me parle de ses vacances, il y a pas du tout le même entrain. Quand il évoque ses projets, c'est un peu encéphalogramme plat, j'ai le sentiment que, bah, quelque part, voilà, c'est pas lui». Donc être sensible à ça, vous poser la question sur: «Tiens, si j'essaie de repenser au webinaire auquel j'ai assisté, il y a quelques semaines et qui a parlé à un moment des signes auxquels je peux être attentif quand je vois quelqu'un qui va pas bien, à quoi j'arrive à raccrocher potentiellement certains de ces signes?» Et bien du coup, ces signes-là, voilà, je vous les redonne ici, mais vous les avez compris, ils sont bien évidemment en lien avec les symptômes qu'on a vus un peu plus tôt.
L'humeur triste, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui en général ne triche pas par rapport à un potentiel épisode dépressif. On a parlé de cette question du coup de l'envie qui est très impactée, ne plus vouloir sortir, plus vouloir voir ses proches. Et ça, encore une fois, on arrive à l'attraper lorsque vous allez proposer à des gens de pouvoir, par exemple, aller prendre un café, aller au musée, aller au ciné, aller faire je ne sais quelle chose, bref, et puis qui, une fois vont dire non, 2 fois vont vous dire non et puis à la troisième fois, bah, c'est quand même bizarre qu'ils me disent non 3 fois et puis que surtout il n'y ait pas vraiment de raison, si ce n'est le: «Ouais, j'ai pas envie». Bon, ça veut dire quoi ce «j'ai pas envie»? Encore une fois, ça lui ressemble pas, qu'est-ce que j'en fais? Et on va voir justement qu'est-ce qu'on peut en faire. On a évoqué cette question de la fatigue, des troubles du sommeil, voilà. Je ne vais pas forcément revenir dans le détail sur ces signes qui sont bien évidemment en lien avec les symptômes, mais que je ne peux que vous inviter à garder potentiellement un peu en mémoire. Alors, attention, hein, l'idée c'est pas d'être une espèce de sentinelle qui est en hyper-vigilance et qui se dit: «Ah! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a pas? J'attrape ses signes, je pose des questions». Non, c'est plutôt de vous dire à un moment, vous avez un petit radar interne en général qui ne ment pas. Là aussi, on est quand même plutôt très bien fait, avec cette question de l'empathie, hein. On en parle beaucoup en matière de santé mentale, mais au-delà de, ce grand terme qui a pris une place, très, très importante dans nos vies, l'empathie, qu'est-ce qu'elle vient dire? C'est qu'à un moment, on est connecté. On est connectés émotionnellement les uns aux autres, et donc que cette connexion, elle nous amène, quand on est face à quelqu'un qui est différent de d'habitude et qui, dans ce différent de d'habitude, laisse potentiellement entendre quelque chose qui nous fait dire: «Ça va pas». Là, notre empathie, elle s'active et elle déclenche une alarme en nous qui nous fait nous dire: «Il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui change de d'habitude. Il faut que je me mette un petit peu là en ordre de marche parce que potentiellement, c'est pas mon Michel avec lequel j'ai l'habitude, d'échanger, c'est pas, Bernard avec lequel j'ai l'habitude de travailler sur un projet», voilà. Donc c'est cette alerte-là qui, en général, s'allume assez naturellement. Référez-vous à elle et ensuite, essayez, voilà, d'adopter la posture que je vous partage aujourd'hui pour potentiellement creuser et donc essayer d'inviter la personne à se mettre finalement dans une dynamique de prise de conscience pour enclencher à ce moment-là, les bonnes actions conséquentes à cette prise de conscience. Alors justement, la question de la posture et puis on va le voir après dans le rôle de tiers, hein, mais déjà pour soi, c'est important. Je vais revenir sur votre remarque, Florence, parce qu'elle est très juste. Voilà, vous dites: «Les personnes ne souhaitent pas forcément parler, soit par honte, soit par déni». Je vais m'arrêter un peu là-dessus après parce que c'est très important qu'on s'arrête là-dessus. Merci pour votre retour. Déjà par rapport à la question de l'auto-bienveillance dont je parlais un peu plus tôt, si à un moment on sent que, on est un peu différente d'habitude, qu'on a moins la même énergie, que potentiellement notre sommeil va pas, qu'on se sent un peu plus vide, bref, vous avez compris. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir accepter que, les choses ne sont pas comme d'habitude et qu'on du coup, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc on va peut-être essayer de revoir le rythme habituel. Revoir le rythme, comment concrètement ça peut se faire? Je vous donne des petits, retours d'expérience de personnes que j'accompagne, dans le cadre de ma pratique en tant que psychothérapeute et qui, me partagent, notamment du fait de situations professionnelles, mais qui sont en général entremêlées avec, des situations personnelles. Globalement, le fait qu'en ce moment, elles ne vont pas bien et qu'elles sont dans une forme d'épisode dépressif. Moi, je ne suis pas forcément à vouloir absolument le diagnostiquer, dans le dur, mais ce que je vois en termes de symptômes, c'est qu'elles traversent un épisode dépressif. Quand on essaie de travailler sur la question du changement de rythme, l'objectif, c'est pas de bousculer de façon trop importante quelque chose qui serait déjà beaucoup trop coûteux en termes d'énergie à déployer, mais en plus beaucoup trop impactant en matière de réorganisation du quotidien. Par contre, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? On travaille sur des micro-choses qui sont à la main de la personne, c'est-à-dire qu'elle a dans son champ d'action et dans son champ de maîtrise, ça c'est très, très important, qui sont effectivement rapidement, modifiables et qui, les unes avec les autres, vont petit à petit et en association, dégager du coup des micro-marges d'allègement et donc de récupération de souffle qui va permettre de participer à un mieux-être. Concrètement, comment ça se passe?
Je vous donne le cas donc d'une personne que j'accompagne qui, je vous dresse le tableau classique. Elle a un poste, assez important, enfin elle est cadre, elle manage une équipe, elle est par ailleurs, parent, donc également, mariée, donc elle a vraiment, à la fois une vie conjugale, une vie familiale, en plus d'une vie professionnelle. Donc en gros, toutes ces sphères sont remplies, et elle a des semaines qui sont globalement très chargées. Ça va faire, 1 mois que je l'accompagne, sur une situation, voilà, qui est un peu compliquée, sur plein de champs, bref. Et on travaille cette question de l'allègement de son quotidien, en gros. Et on a identifié qu'il y avait un créneau, de mémoire, je crois que c'était le jeudi après-midi, bref, où elle pouvait finir plus tôt et avoir 1 heure pour elle. Et bien, cette heure-là, on l'a investie de telle sorte que ce soit 1 heure qui lui soit dédiée et où elle ne pense qu'à la question de son bien-être et d'elle, vraiment. Et donc, on a ensuite travaillé à qu'est-ce qui pourrait, dans cette heure, être facilement activé, déployé, qui aurait en plus un bénéfice, en termes d'impact positif qui serait, le plus immédiat possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire: «Bon, bah, j'ai 1 heure, donc je vais prendre ma voiture pour faire 1 heure de trajet pour aller dans une forêt où je me sens super bien, aller me balader». Mais en fait, bah, aller dans la forêt, ça me prend déjà 1 heure. Me balader 1 heure et puis, bah, en fait, non, c'est pas 1 heure dont elle a besoin, c'est 3 heures. Là, en l'occurrence, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est: «Bah, je crois que je vais me prendre un bain». Voilà. Donc on a un peu mis de côté, les considérations écologiques, on les a récupérées ailleurs, mais elle m'a dit: «Voilà, je crois que là, j'ai juste envie d'avoir 1 heure où je suis dans mon bain, tranquille, à écouter de la musique ou alors à bouquiner. Et ce temps-là, j'ai envie qu'il ne me soit que dédié». C'est ça, concrètement, potentiellement. Ralentir un peu le rythme et aussi aller trouver des micro-marges qui nous permettent de nous sentir bien. Ralentir le rythme, ça a aussi voulu dire qu'avec elle, on a un petit peu révisé son niveau d'exigence à un niveau qui est un tout petit peu en dessous de ce qu'elle a l'habitude de fournir, mais qui reste tout à fait adapté à ce qu'elle doit fournir. Le niveau d'exigence, ça va être par exemple dans le travail. Souvent, des personnes vont investir un niveau de qualité dans ce qu'elles doivent rendre qui est très très fort. On peut s'autoriser à abaisser ce niveau de qualité tant qu'il ne vient pas impacter ce qu'on est censé rendre en termes de travail. Donc c'est ça aussi, accepter de ralentir le rythme. Mettre en place des petits rituels de confort, même très courts mais quotidiens. J'en donnais un exemple avec la question du bain. Je le redonne ici avec par exemple le fait de vous aimez cuisiner, autorisez-vous à prendre ce temps-là. Vous aimez marcher, quand vous faites votre pause déj, eh bien, prenez 10 minutes après avoir mangé pour aller vous balader dans un endroit. Même si ce n'est que ça, en plus, l'activité physique a une interconnexion qui est très forte avec la question de la santé mentale. Donc, renouer avec de l'activité physique va permettre de relancer un cercle vicieux sur votre santé psychique. Donc, vous avez ces micro-marches qui sont présentes, allez-y, faites-les. Parfois, les personnes prennent des pauses, ça va être, d'aller se prendre un café et puis de se poser, tout seul et être sur son téléphone. Si ça vous fait du bien, très bien. Si par contre, vous vous rendez compte que ça ne vient pas vous donner ce que vous recherchez, eh bien transformez cette pause. Là aussi, sortez, allez prendre l'air. Vraiment, c'est très, très fort, c'est très important. Donc ces rituels, ils sont très importants et en fait, quand on se pose 2 secondes dans ces semaines, on se rend compte qu'on arrive à trouver des micros endroits, même de quelques minutes, qu'on peut réinvestir pour aller bien. Ne pas rester seul, ça c'est très très important. Si vous vous sentez un moment dans cette situation-là, surtout parlez-en à vos proches, à des personnes en qui vous avez confiance, c'est-à-dire à qui vous savez que vous pouvez livrer vos difficultés, parfois vos états d'âme, bref, les moments où vous vous sentez un petit peu moins en forme, sans que vous soyez jugé, minimisé, banalisé, et avec la réelle empathie dont vous avez besoin en face. Également, des professionnels qui sont disponibles pour vous, vous les connaissez, je vous les redonnerai à la fin, mais n'hésitez pas à aller solliciter votre médecin traitant, un psychothérapeute, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Garder une hygiène de vie aussi quotidienne et saine, même si ce sont des hygiènes de vie qui sont un petit peu réduites, mais garder une douche, garder un brossage de dents, parce que ça lance des dynamiques dans sa journée, c'est très 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 important. Essayez de garder idéalement aussi un tout petit peu d'activité physique, même si vous en faites moins. Moi, par exemple, je fais beaucoup de sport. Il y a des périodes où j'ai une charge au global entre ma vie de jeune papa, ma vie d'amoureux, ma vie de psychologue au sein du groupe JLO qui fait que je ne peux pas forcément investir le sport comme je le souhaiterais. Je sais que le sport, par contre, c'est quelque chose qui est nécessaire à mon équilibre psychique, donc je vais continuer d'en faire, mais je vais en faire un petit peu moins. Parce qu'à un moment, me rendre compte que les 6 entraînements que je voudrais faire par semaine, je n'arrive pas à les rentrer dans ma semaine, ça me fait culpabiliser, ça me démoralise un petit peu, donc je vais en faire un peu moins, mais je vais continuer quand même d'en faire un petit peu. C'est ça, renouer un peu avec un rythme qui est ajusté à votre situation actuelle. Donc c'est très très important de s'autoriser un peu à se poser sur son rythme, sur ce dont quoi il est constitué,
et voir un peu ce que vous pouvez en faire derrière. J'espère que ces petits tips, entre guillemets, ces petites astuces, elles sont opérantes pour vous et ça vous amène aussi à partager ce que vous pourriez aussi faire ou ce que vous faites déjà. N'hésitez pas à les livrer dans le chat. C'est très riche dans un moment comme celui qu'on a aujourd'hui. On est plus de 100 à pouvoir aussi se donner ces bonnes pratiques du quotidien. Alors, on continue un petit peu sur des points de repère. Je vous livre ici une échelle d'auto-évaluation qui est une échelle scientifique certifiée étalonnée qui s'appelle la HAD, qui tient pour Hospitality, Anxiety, Depression Scale. Donc, c'est l'échelle dépression et anxiété hospitalière. Là, c'est uniquement les questions qui sont liées à la dépression. Donc, je ne vais pas forcément vous livrer toute l'échelle. Vous pouvez la retrouver sur Internet sans aucune difficulté. Vous avez en plus même la capacité d'analyser votre score également sur Internet, donc vraiment, n'hésitez pas. Mais si, en gros, quand vous répondez à ces quelques questions qui sont je prends pas de plaisir aux mêmes choses qu'autrefois. Je ris moins facilement et je vois moins le bon côté des choses. Je suis moins de bonne humeur. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. Je m'intéresse moins à mon apparence. Je me réjouis moins d'avance à l'idée de faire certaines choses et je prends moins de plaisir dans les activités. Eh bien, a priori, vous êtes quand même dans ce qui pourrait être un épisode dépressif. Et c'est pas grave, simplement, par contre, ce qui serait grave, c'est de ne rien en faire. Donc, ce qui est très important, en fonction du score que vous avez et qui vous est rappelé à droite, si vous êtes entre 8 et 10, allez consulter un professionnel de santé parce qu'il se peut que vous ayez a priori des symptômes de dépression. Si vous êtes à moins, alors voilà, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais restez quand même alerte sur comment vous vous sentez, comment vous allez au quotidien. Et si vous êtes à plus de 11, vraiment, allez consulter un professionnel parce qu'il y a de très fortes probabilités pour que vous soyez en train de traverser un épisode dépressif. Encore une fois, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de rien en faire. Donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, qu'on va voir aujourd'hui, qu'on continue de voir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à vous poser ces questions que la HAD propose. C'est très riche et ça permet d'objectiver aussi la situation. On continue un petit peu sur les bonnes pratiques, cette fois un peu plus sur la vision qu'on pourrait avoir en tant que tiers, c'est-à-dire en tant que personne qui est au contact d'une personne pour laquelle on peut s'inquiéter progressivement. Essayez de créer un climat de confiance. On se met dans une situation type. Je suis en train de prendre un café avec une amie que je connais de longue date, et puis je la sens différente de d'habitude. Les signes que je vois, c'est que au global, elle est un peu moins enjouée. Je reprends les exemples que je donnais tout à l'heure. Elle revient de vacances, elle m'en parle. Bon, ça avait pas l'air d'être plus exaltant que ça, alors que quand objectivement elle me décrit ce qu'elle a fait, bah, elle est retournée dans un endroit qu'elle aime bien, elle était avec sa famille, avec sa sœur qu'elle adore, avec ses enfants qui sont grands et avec qui elle passe des super moments. A priori, ça se passe bien dans sa relation amoureuse. Elle me parle de sa rentrée. Le boulot a l'air de se passer un peu comme d'habitude, c'est-à-dire a priori avec un rythme qu'elle a l'habitude de supporter. Mais je la sens différente. Je sens que quand elle parle des choses, il n'y a pas du tout la même énergie. Quand elle me parle de ce que seraient ses prochaines vacances, par exemple à Noël, elle me dit oh, j'en sais rien, de toute façon Noël c'est loin, alors que d'habitude, c'est la première quand elle rentre de vacances à commencer à se plancher sur les prochains gîtes qu'elle pourrait louer pour retrouver cet univers familial de Noël qu'elle aime bien. Bref, il y a quelque chose qui me surprend un peu chez elle, et puis elle est un peu moins maquillée que d'habitude, alors que d'habitude, c'est quelqu'un qui est plutôt apprêté et qui a l'habitude de passer par le maquillage pour prendre soin de son apparence. Je sens que ses vêtements, bon bah voilà, là son chemisier est un peu taché, alors que c'est encore une fois quelqu'un qui normalement est vraiment au petit soin avec son look. Là, je retrouve pas cette amie que je connais depuis longue date. Du coup, on peut déjà s'appuyer sur ces signes, d'accord? Donc on a essayé de dresser finalement un petit tableau et on s'est dit d'accord, il y a l'apparence, il y a l'engouement qu'elle a en général, il y a la projection qu'elle se fait sur des choses qui d'habitude suscitent vraiment un plaisir dans cette projection-là. Donc, bon, je vais me baser sur ça et puis je vais attendre un petit peu de voir comment elle me parle d'elle et comment elle va. Et puis, moi, je peux du coup essayer de créer ce fameux climat de confiance et je vais pouvoir poser des questions. Peut-être que certains ici sont familiers avec la communication non violente, qui est une méthode relationnelle, enfin de technique relationnelle, notamment dans la gestion potentiellement des conflits. Mais la communication non violente, au-delà de son caractère gestion des conflits, elle propose une méthode qui est assez intéressante pour essayer de rentrer en interaction avec quelqu'un de la façon la plus neutre possible et donc d'inviter à un échange qui est ouvert sur la question aussi des émotions et du comment je vais. Une des propositions de la communication non violente, c'est de décrire la situation d'un point de vue factuel. Et donc, par rapport à ce qu'on évoquait sur ce qu'on a identifié chez cet ami, on peut lui dire. Et on peut lui dire de façon un peu douce. Un exemple, ce serait de dire, bah, écoute, je peux me tromper, mais
je te cache pas que je suis peut-être un peu inquiet parce que je retrouve pas, la Sylvie avec laquelle, j'ai l'habitude de prendre un café à la rentrée. Par exemple, tu me parles de ces vacances, dans ce lieu que tu aimes tant, avec ces personnes qui te sont chères et puis, bah, tu es beaucoup moins enjoué que d'habitude, j'ai l'impression que ça a pas du tout le même effet que, ce que tu pouvais ressentir avant. Là, tu me parles de ta rentrée professionnelle. D'habitude, c'est un moment que tu aimes bien aussi. Pareil, j'ai pas l'impression que ça t'exalte plus que ça. Et puis, tu es la première quand tu rentres de vacances à commencer à faire des réservations pour la période de Noël. Et là, je sens que tu pas du tout envie d'y aller. Et puis, je sais pas, je me trompe aussi peut-être, mais j'ai l'impression que tu es un peu moins maquillée d'habitude. Tu as l'air un peu fatiguée. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé là à l'instant? Déjà, on est arrivé en étant un peu doux. Vous l'avez entendu dans mon discours, j'ai été assez précautionneux sur ce que je partage en termes de retour. J'évoque le fait que je peux me tromper. Ça, c'est important de laisser une place à la personne pour qu'elle puisse ne pas forcément se sentir sous le poids d'une vérité qu'on viendrait écraser comme ça en disant je sais, c'est bon, tu es déprimé. Non, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et que ce quelque chose, c'est pas forcément de la dépression, mais que c'est quand même quelque chose qui vient entendre le fait que ça va pas. J'amène des faits. Voilà ce que j'ai pu observer. Et puis, je conclus en disant, juste une question ouverte, mais voilà: «Ça va? Comment tu te sens en ce moment?» Et je vais laisser la personne, du coup, moi, un moment m'expliquer, justement, comment elle a envie de répondre à ça. Je rebondis sur ce qu'évoquait, du coup, Florence un peu plus tôt. Parfois, les personnes vont avoir éventuellement du mal à parler et on peut respecter ça, c'est très important. Une personne à qui on va faire cette proposition et qui, à la question que je viens de poser, qui est: «Comment tu te sens?» va nous dire, «Ça va, j'ai pas envie d'en parler». Si vous la connaissez très bien, vous pouvez éventuellement creuser un petit peu plus en disant: «Tu es sûr? Tu sais, ensemble, on peut vraiment discuter, il y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour juger, je m'inquiète, voilà, c'est important qu'on puisse, aussi, se soutenir en tant qu'amis». Si malgré cette proposition, elle vous dit: «Écoute, non, je suis désolé, vraiment, j'ai pas envie d'en parler». Il faut respecter ce choix-là, d'accord? Ça veut pas dire qu'on doit rien faire de ça. Ce que vous pouvez bien évidemment faire, c'est justement verbaliser ce respect et donc dire: «Écoute, tu as tout à fait le droit là de pas avoir envie ou ressentir, voilà, le besoin de m'en parler, il y a pas de souci là-dessus, tu as investi cette relation amicale absolument comme tu le souhaites. Par contre, voilà, moi je le redis, je suis un peu inquiet, je peux me tromper, mais quand même, voilà, là, je trouve que tu es un peu différente de d'habitude et en tout cas, si ça va pas, sache que non seulement moi je suis, bien évidemment disponible pour toi, tu peux m'envoyer un message, m'appeler, me proposer qu'on prenne un verre. Voilà, vraiment, je suis disponible et puis surtout, n'oublie pas qu'il y a aussi des personnes, proches de toi, que ce soit, dans ta vie au quotidien. Peut-être que tu peux en parler avec, la personne qui t'accompagne, sur le plan amoureux, éventuellement avec ta sœur, avec qui tu es très proche et puis peut-être aussi, au niveau santé, si jamais, tu revois ton médecin, hésite pas à lui en parler aussi, ou alors même à consulter un psy. Moi, j'en ai un qui est super, je peux te le conseiller ou alors je peux lui demander s'il connaît quelqu'un, si tu veux pas qu'on aille voir le même. Voilà, mais vous pouvez du coup honorer, bien évidemment son choix, mais l'inviter au fait qu'elle a des solutions qui peuvent exister et donc de rappeler ces solutions en tant que tiers actif et soutenant par rapport à ça. Donc on a vraiment été dans les recommandations, hein, créer ce climat de confiance, observer sans diagnostiquer, voilà, en partageant des remarques, factualiser, encore une fois de façon douce et ouverte, encourager à parler. L'objectif, c'est bien évidemment de ne pas se substituer à une place de sauveur, hein. Ça, c'est quelque chose auquel je ne peux que vous inviter à être vigilant et attentif dans votre place de tiers. C'est que parfois, on peut un petit peu s'improviser psychologue et si vous le sentez, très bien, voilà, moi, c'est super. Si par contre, à un moment, vous sentez que c'est un peu lourd ce que vous avez reçu, n'hésitez pas à aussi, vous, aller solliciter des espaces qui vous permettent de décharger. Il peut y avoir une charge émotionnelle qui est loin d'être négligeable quand on reçoit, le vécu d'une personne qui ne va pas bien, qui parfois peut même nous exprimer des idées suicidaires et c'est très, très important, que, on puisse, du coup, voilà, honorer ces choses-là. Donc n'hésitez pas à partager aussi, ce qui pourrait exister pour vous. Alors avant qu'on bascule sur, les relais, qui vont venir, voilà, clôturer ce webinaire, je vais, vous proposer qu'on prenne un petit temps de questions, si jamais vous le souhaitez. Donc il y en a de nombreuses qui ont été partagées. Catherine, vous nous avez interrogé, voilà, sur, le parcours, qu'on peut conseiller pour soigner une dépression, que faire si jamais, les rendez-vous avec un psy ne règlent pas le souci. Alors on en a un petit peu parlé, j'espère que vous avez trouvé, progressivement vos réponses là-dessus. Il y a différents parcours qui peuvent exister. Moi, je ne peux que vous conseiller d'aller, consulter, votre médecin traitant si c'est en plus un médecin en qui vous avez confiance, de pouvoir bien évidemment l'inviter
à vous orienter vers un psychiatre parce que le médecin traitant sont des très bons professionnels de santé, mais comme vous le savez, il y a des médecins dont la spécialité, en l'occurrence les psychiatres, et d'accompagner la question de l'impact en matière de santé mentale. Donc c'est important que ce médecin traitant puisse vous orienter vers un psychiatre et que vous puissiez compléter la prise en charge avec un accompagnement psychothérapeutique. Alors, cette complémentarité aujourd'hui, si on regarde les études, c'est vraiment celle qui a prouvé ses effets les plus bénéfiques. Néanmoins, j'en ai parlé également. Je ne suis pas là pour vous vendre absolument la question de la psychothérapie et de la psychiatrie. Si vous avez aujourd'hui dans l'approche en sophrologie, en coaching en santé mentale, il y a vraiment plein de méthodes aujourd'hui qui peuvent exister. N'hésitez pas en tout cas à aller solliciter ces espaces-là, en plus de ce que je vous ai donné en matière d'hygiène de vie au quotidien, que ce soit par l'activité physique, les relations aussi, la sphère familiale, personnelle, le travail, voilà. Prenez le temps de vous poser sur qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez aller solliciter pour essayer justement de renouer avec du plaisir, avec de l'envie et avec de l'énergie. Donc, il y a les questions des parcours et il y a la question aussi des activités qui sortent des parcours de soins d'un point de vue médical ou paramédical. Alors, il y a une question qui a été posée sur l'hypersensibilité, qui est un facteur qui peut augmenter le risque de dépression. Si oui, comment est-ce qu'on peut la gérer pour prévenir ce risque? Alors, moi, en toute humilité, je ne suis pas du tout expert de la question de l'hypersensibilité. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, la question de l'hypersensibilité en tant qu'impact sur le ressenti empathique des choses, peut-être quelque chose qui vient impacter, on va dire, le vécu qu'on peut avoir de certaines situations et donc aggraver des situations dépressiogènes. Moi, ce que j'entends en tout cas en matière de conseils, c'est que si vous vous sentez avec une sensibilité qui est plus importante que potentiellement les personnes avec lesquelles vous évoluez, que vous vous sentez peut-être un peu incompris par rapport à cette hypersensibilité, que vous sentez par ailleurs que cette sensibilité, elle génère quelque part une forme de démoralisation, que le fait d'être incompris amène aussi quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'épisode dépressif ou de la dépression, même un peu plus installée. Encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels. C'est très, très, très important que vous ne restiez pas seul par rapport à tout ça. Angelina, vous avez aussi posé une question sur la question du stress chronique, qui est un facteur. Voilà, vous posez la question, est-ce que ça peut être un facteur à prendre en compte pour prévenir ou comprendre la dépression et les stratégies qu'on pourrait recommander par rapport à ça? C'est très juste, merci pour cette question. On l'a vu, il y a des facteurs qui viennent protéger, des facteurs qui viennent aggraver. Dans les facteurs malheureusement d'aggravation, le stress chronique est quelque chose qu'on a identifié parce que c'est une situation de débordement des ressources qui, dans sa durée, donc dans sa chronicité, vient épuiser les réserves qu'on a et donc du coup vient précipiter les personnes dans des risques d'épuisement et donc du coup de dépression, notamment de dépression professionnelle si on est avec un stress chronique lié au travail. Donc c'est un facteur qui est central à considérer et encore une fois, comme on l'a vu pour les autres choses, si vous vous sentez dans des situations de stress qui durent, là aussi, essayez d'enclencher des actions pour sortir de cette situation-là. Donc si cette situation de stress chronique est liée au travail, parlez-en à vos acteurs managériaux et RH pour essayer d'identifier des leviers qui permettent d'alléger les facteurs qui constituent ce stress, que ce soit par exemple la charge, que ce soit l'organisation. Si jamais vous ne trouvez pas forcément le levier dans le travail, là aussi, rapprochez-vous des dispositifs qui accompagnent ces situations-là, des dispositifs comme le soutien psychologique déployé par des acteurs, par exemple, comme Apicil ou le groupe JLO. Vous avez également des très bonnes choses qui sont proposées par, là aussi, des approches en sophrologie, en coaching, pour arriver à déployer des outils qui permettent de mieux gérer les situations de stress. Alors, Florence, vous avez partagé sur la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, qui également peut être quelque chose qui peut aider. Là aussi, hein, je l'intègre vraiment dans toutes les approches que j'ai évoquées, par exemple en gros, en médecine douce, donc on a parlé de la sophrologie, on a parlé des approches en coaching, la programmation neurolinguistique s'intègre bien évidemment dans cette démarche, donc je vous rejoins tout à fait Florence, ça fait tout à fait partie des choses qui peuvent être réfléchies. En fait, je ne peux que vous inviter à aller un petit peu sonder vos proches, vos acteurs de soins ou même Internet sur voilà, qui on peut solliciter. Aujourd'hui, il y a des ressources qui sont très bien, je vais vous les partager juste après, qui permettent d'avoir des clés de repères qui sont vérifiées, valides pour prendre en charge ces questions-là. Donc, ça peut être très, très riche.
Également, des partages, qui a été fait par Sophie, voilà, sur le fait qu'il y a des personnes qui préfèrent écrire que de parler de leur mal-être. Merci Sophie pour ce partage. Vous l'avez peut-être vu un moment dans les slides, que j'ai partagés. J'ai glissé cette question de l'écriture. Effectivement, le recours à l'écrit, c'est une vraie, prise en charge, autothérapeutique, et qui par ailleurs, a fait ses preuves et a été vérifiée dans des études scientifiques, notamment sur la prise en charge du psychotrauma. Et donc, du coup, ça a été intégré dans certaines approches psychothérapeutiques qui accompagnent la question de l'exposition à un événement psychotraumatique. Et quand on a travaillé ce webinaire aujourd'hui, on a, vous l'avez vu, pensé la question des événements bouleversants. Dans les événements bouleversants, on va avoir potentiellement la question des événements post-traumatiques. Donc, l'écrit est quelque chose qui a fait ses preuves. Ça permet de sortir aussi et de décharger, de déposer quelque part les ressentis. Ça permet d'être un média en termes de recours par un tiers pour pouvoir livrer aussi ses émotions. Et vous l'avez probablement vu aussi, l'art, et donc du coup l'écrit, quelque chose qui est très utilisé notamment dans ces questions d'impact de la santé mentale et de dépression. Il y a des études très intéressantes et des articles qui ont été faits sur, par exemple, la place de la dépression dans la musique ou dans l'art plastique. Et vous l'avez vu probablement aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui utilisent leur art pour arriver à soigner quelque part leur impact en matière de santé mentale et notamment leur dépression. Donc allez-y, c'est très bien. Alors, vous parlez de la question des réseaux sociaux, Patricia, avec effectivement ce que ça amène en termes de monde idéalisé. Là aussi, c'est très juste, c'est très important de pouvoir aussi avoir conscience du fait que, par exemple, les réseaux sociaux invitent pardon, à un monde où on est tout le temps hyper performant, où il n'y a jamais de problème, où on peut dormir 4 heures et être génial dans sa journée, investir sa famille, sa vie professionnelle, ses amis, bref, vous avez compris un peu le tableau. Bien évidemment que c'est un monde idéalisé, bien évidemment que c'est un monde auquel on doit être extrêmement attentif et vigilant parce qu'il peut être parfois très culpabilisant, parce qu'on se dit que on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voit sur les réseaux et que c'est pas normal puisqu'a priori sur les réseaux, on nous donne le sentiment que eh ben, c'est à notre portée, très facilement accessible alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Là aussi, il y a, alors je suis désolé, je les ai pas en tête, mais de plus en plus d'articles qui commencent un peu à détricoter ce monde idéalisé pour expliquer le fait que bah, tout ça n'est qu'une vitrine, une façade. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des très très belles prises de parole qui sont faites sur cette question de la santé mentale. Et là aussi, c'est un petit peu comme tout. Je vous invite à être intelligent dans la sélection que vous faites sur les contenus que vous allez consulter. Il y a vraiment des choses très intéressantes à considérer, des choses dont il faut être aussi bien évidemment vigilant, mais tout n'est pas acheté. Par contre, bien évidemment, je vous rejoins Patricia, il faut être attentif à ce monde idéalisé qui nous est proposé avec les réseaux sociaux, mais qui, en tant que média, le réseau social peut aussi apporter voilà, des conseils qui peuvent être intéressants. Donc on a parlé d'un certain nombre de choses, je vais me faire un peu gardien du temps. Je voudrais juste prendre encore 1 minute si vous êtes encore avec nous pour vous rappeler voilà, les acteurs qui existent aujourd'hui. Donc on a parlé des psychologues, des médecins généralistes, des psychiatres. Je vous donne aussi également des contacts qui sont des services proposés par soit des associations, soit les services de droit commun, donc par le gouvernement. Donc France Dépression, qui est un dispositif gratuit qui fonctionne de mémoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout cas avec une très grande plage horaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à les solliciter, que ce soit pour vous, parce que vous êtes inquiet pour un tiers, pour avoir aussi de l'aiguillage, du conseil sur des situations en lien avec cette question de la dépression. C'est une ressource qui est totalement disponible pour vous. Si vous vous sentez en situation un peu de risque pour votre vie, on a parlé de la question de l'idéation suicidaire, des pensées morbides. Vous avez aussi les acteurs de secours qui sont présents pour vous, le 15, le 18 ou alors le 112 au niveau européen. Je vous rappelle par ailleurs que ce sont des acteurs qui sont connectés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous appelez le 15 ou le 18, c'est pas grave si vous vous trompez de service parce que c'est une plateforme qui centralise l'ensemble de ces numéros et qui ensuite vous redirigera vers le bon acteur. Donc, si vous êtes à un moment où vous n'allez pas bien, où vous sentez que vous êtes en danger pour votre vie, vous interrogez pas sur est-ce que c'est le 15, le 18, le 112, vous appelez le premier qui vous vient en tête et vous serez redirigé vers le bon interlocuteur. Vous avez aussi, comme vous le savez, des partenaires d'assistance sociale et de soutien psychologique. Le groupe JLO en est un, le groupe Apicil en propose, les services de santé au travail, et puis on en a parlé aussi, vos managers, vos RH, vos élus.
Il est 12h32, j'espère que ce webinaire a été, enrichissant, que vous avez retrouvé l'ensemble des questions que vous aviez potentiellement, que vous avez pu, apprendre également des choses. Je suis très content d'avoir pu animer cette prise de parole avec vous. Restez connectés à ce que propose le groupe Apicil et le groupe JLO. Vous l'avez vu, il y a, un calendrier qui est très, très riche avec de nouvelles prises de parole qui sont prévues. On se retrouvera, vous et nous, je l'espère en tout cas, demain parce que j'animerai, toujours avec Apicil un sujet sur l'allègement de la charge mentale. Je crois que vous avez également jeudi quelque chose sur la question du burn-out. En tout cas, allez, regarder sur le site du groupe Apicil, vous retrouverez le calendrier qui est prévu pour, ces semaines d'information sur la santé mentale. Merci d'avoir été aussi nombreux et je vous souhaite surtout une, très belle journée et puis un très bon appétit. Il est 12h33. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.